Bonjour à tous et bienvenue dans cette orale thématique sur Campus Chanel. En ces temps de COP26 et selon le rapport du GIEC, il est impératif de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés pour préserver la planète des effets dangereux du changement climatique. Vous l'avez compris, l'écologie, c'est un des aspects, un des enjeux actuels de la RSE, mais ce n'est pas le seul. Et si vous souhaitez en cerner les autres défis, si vous souhaitez devenir vous aussi un acteur du changement, ou même vous engager vers plus de responsabilités, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors comment bien se former au métier de la RSE? C'est grâce à nos experts, grâce à nos 3 experts de la RSE d'Audencia que nous allons pouvoir répondre à cette question. Je vous les présente par ordre alphabétique. Je vais commencer par Maillé José, plutôt Macréel Justine. C'est une experte en devenir, puisque l'ordre est alphabétique. C'est une experte en devenir, c'est une étudiante dans le master spécialisé acteur pour la transition énergétique d'Audencia. Bonjour Justine, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Eh bien, ça va très bien, merci de me le demander. Dans un deuxième ordre alphabétique, monsieur José Maillet, responsable Gaïa. Gaïa, donc c'est l'école de la transition écologique et sociale créée par Audencia. Bonjour José, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et j'espère que vous allez bien également. Eh bien, je vous remercie, je vais très bien. Et enfin, André Sobzak, professeur délégué général RSE. Comment allez-vous, André? Bonjour, je vais également très bien. Je suis content qu'on va passer un bon moment ensemble. Absolument, merci à tous les trois d'être là. La RSE, tout le monde en parle, mais qui la comprend réellement? Comment la mettre en place? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre à travers donc, ces 3 parties. D'abord, nous partirons à la découverte de la RSE pour essayer de comprendre ce que c'est, que cachent ces 3 lettres. Et puis, dans un deuxième temps, une deuxième partie, nous essaierons de comprendre, de cerner les enjeux de société du XXIe siècle et comment Audencia à la fois forme des étudiants et y répond. Et enfin, dans une troisième partie, nous tenterons ni plus ni moins de comprendre comment transformer le monde en un nouveau paradigme économique. Un programme chargé, mais tout d'abord on commence avec la première partie en partant à la découverte de la RSE. Alors, on va essayer donc de cerner ce que c'est que la RSE. J'ai la définition selon la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. En d'autres termes, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Ce que je vous propose, André, c'est de nous donner une définition un peu plus personnelle. Oui, pour moi, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est vraiment une démarche de progrès, un apprentissage pour les entreprises de réinterroger l'ensemble des impacts de leurs activités sur l'écologie, sur la société et la volonté de trouver une façon en fait d'améliorer cet impact. Donc ça suppose en fait pas uniquement de réduire les impacts négatifs, comme par exemple faire des changements à la marge de l'entreprise, mais de maintenir les activités. Mais au contraire, ça suppose effectivement de redéfinir parfois en fait le modèle économique de l'entreprise, sa stratégie, son offre, et d'arrêter de faire un certain nombre d'activités qui ont un impact trop négatif sur la société. Par exemple, nous avons travaillé à Audencia avec un acteur de la mode, le groupe ERAM, et nous avons travaillé avec eux sur le fait effectivement à la fois de produire maintenant des chaussures en France, donc de raccourcir évidemment les chaînes d'approvisionnement, mais aussi de louer des chaussures plutôt que de les vendre. Et du coup, il y a à la fois une économie des matières premières et de l'énergie. Et en même temps, en fait, il y a un intérêt pour l'entreprise de faire en sorte que les chaussures durent le plus longtemps possible. Donc ça, c'est effectivement le type de transformation qu'on voit aujourd'hui dans les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Très bien, alors donc ça c'est une définition assez pro, assez léchée d'expert. Justine, je serais aussi curieux d'avoir une définition d'étudiante en RSE quelque part, voilà, d'une personne qui a un regard peut-être moins ancien sur la problématique. Mm. Pour moi, c'est la responsabilité de tous les acteurs pour améliorer l'organisation et la société de manière générale. Et il y a vraiment cette idée d'amélioration continue
Enfin voilà, j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment la responsabilité de tous pour une amélioration continue de manière générale. Merci Justine, merci André donc pour ces deux définitions très techniques. José, la RSE, ça date de quand? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène ancien? Alors, on peut parler c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, la prise en compte des enjeux de société de la part d'une entreprise. Ça date de bien avant la période industrielle que l'on connaît aujourd'hui. En revanche, ce qui a changé aujourd'hui, c'est la responsabilité qui peut être portée à l'échelle mondiale. On peut avoir une idée du local, se dire qu'il faut agir sur son territoire. Mais aujourd'hui, on a aussi un impact en tant qu'entreprise à l'échelle mondiale. Ça l'était auparavant, mais aujourd'hui, ça se voit, ça se mesure. On peut parler par exemple du bilan carbone. Savoir à hauteur de combien notre entreprise contribue ou pas à des émissions de CO2. Et ces impacts-là qu'on mesure aujourd'hui sont intégrés dans les enjeux de RSE, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, on a des outils de mesure qui sont plus vastes, qui sont plus internationaux. Donc, je dirais que la RSE, au sens moderne du terme, c'est avoir une approche globale des enjeux environnementaux et sociétaux. Très bien. Et qui est concerné? Parce qu'on parle souvent donc, de la responsabilité des entreprises, mais est-ce que finalement, cette RSE doit être mise en place c'est au gouvernement d'en décider, c'est aux citoyens d'en décider? Qui est concerné, José? C'est un ensemble de parties prenantes, hein, c'est un maillage d'acteurs. Alors évidemment, on a l'entreprise en tant que telle, d'où le nom, l'appellation responsabilité sociale des entreprises, mais c'est aussi la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes, la responsabilité des entreprises vis-à-vis d'un territoire, qui n'est pas que des parties prenantes, mais ça peut être aussi des écosystèmes, ça peut être tout un ensemble d'éléments qui ont trait, par exemple, à la biodiversité, à l'environnement local. Donc on a ces aspects-là, et quand on parle des parties prenantes, c'est faire en sorte, par exemple, d'intégrer les sous-traitants dans la chaîne de valeur, de bien mesurer les impacts environnementaux générés à la suite, l'impact pour le client, l'impact pour la population locale. Donc il y a cet ancrage-là qui est fort, la dimension écosystémique et partie prenante qu'il faut bien intégrer quand on parle de RSE. Merci José. André, vous avez entendu José qui parlait à la fois d'enjeux écologiques, mais aussi d'enjeux sociaux, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, RSE, on pense tout de suite à environnement, COP26, comme j'en parlais au début de cet entretien. Dans quelle grande catégorie on pourrait classer les différentes problématiques de RSE? Est-ce qu'il y aurait une classification RSE finalement? Oui, souvent, effectivement, on parle des enjeux économiques, sociaux et écologiques, et souvent on rajoute désormais aussi les questions de gouvernance, c'est-à-dire la façon dont on définit les priorités des entreprises dans ce domaine-là. Et c'est, à mon avis, très important, en fait. Il ne s'agit pas de remplacer quelque part les pouvoirs publics par les entreprises en disant qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui vont apporter toutes les réponses toutes seules, en fait, à ces enjeux-là. Mais l'entreprise a un rôle à jouer en associant effectivement les différentes parties prenantes internes, en fait, notamment les salariés, évidemment, sont très importants. Et c'est en travaillant en fait tous ensemble d'une façon transparente qu'on va pouvoir en fait vraiment créer cet impact positif qui est tant demandé. Est-ce qu'on pourrait aussi aborder l'ISO 26000, qui est, on va dire, le périmètre de la RSE autour de 7 thématiques centrales? Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un cadre de référence international aujourd'hui qui existe dans le cadre de l'ISO, qui effectivement essaye de regarder comment l'entreprise peut aborder l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et écologiques. Et donc, effectivement, on regarde effectivement comment l'entreprise aborde les questions avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, les enjeux sociaux, plutôt les responsabilités face aux salariés de l'entreprise, les relations avec les sous-traitants, les fournisseurs, effectivement, que José a évoqué. Il y a la dimension effectivement des clients, comment l'entreprise effectivement accompagne aussi ses clients en fait dans cette démarche et leur fournit une transparence et des produits de qualité qui vont durer. Il y a les relations avec la société civile, le territoire, effectivement, comme disait José, qui sont aussi une dimension très, très importante. Il y a l'environnement naturel, l'écologie, évidemment, qui est une autre dimension. Et effectivement, il y a le fait effectivement d'intégrer tout ça en fait dans la stratégie, le cœur de l'organisation aussi. Donc, il ne s'agit pas en fait de dire que chacun continue à faire son business comme auparavant et il y a une directrice, un directeur de la RSE qui va essayer de compenser après les effets négatifs.
Non, au contraire, en fait, il faut que tous les comités de direction, tous les managers et tous les salariés finalement de l'entreprise re-questionnent l'ensemble de leurs activités pour apporter cet impact positif. Et en fait, c'est une autre façon aussi de gérer de l'entreprise plus complexe, plus difficile, mais aussi, je dirais, plus passionnante parce qu'en fait, du coup, l'entreprise devient vraiment dans l'écosystème un des acteurs de transformation des modèles. Alors, Justine, on a vu un peu ce que c'était que la RSE, la classification de la RSE, les normes auxquelles les entreprises devaient désormais s'aligner pour justement être responsables. Mais ce n'est pas vraiment une discipline, la RSE, c'est plus, on va dire, un état d'esprit. Et toi, en tant qu'étudiante, quelle discipline, sans forcément nous parler tout de suite de tes cours, mais quelle discipline se cache derrière la RSE? Est-ce que c'est des ressources humaines? Est-ce que c'est de la sociologie? Est-ce que c'est de la philosophie, de la psychologie? Est-ce que c'est des maths? Parce que genre, les maths sont partout, donc j'imagine que peut-être les maths aussi interviennent en RSE. Ben, tu parlais tout à l'heure de psychologie. Moi, c'est vrai que mes études initialement, c'était la psychologie du travail. Et j'ai travaillé quelques années dans les ressources humaines. Pour moi, c'est un champ qui fait vraiment sens. Et j'aimerais pouvoir allier ce que j'ai fait par le passé avec cette formation. Après, on a une formation qui est très globale. Le Master Apt, il est organisé avec l'école d'architecture, l'école centrale et l'école de design de Nantes. Donc, on est en train de s'ouvrir, on est en train d'ouvrir notre périmètre de connaissances, de compétences. Et c'est vrai que toute la partie innovation technique, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai jamais été trop dans cet état d'esprit-là. Mais je pense que, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire participer tout le monde. Et du coup, c'est un petit peu difficile pour moi de répondre à la question parce que pour moi, il faut englober tout le monde. Et c'est pas une petite pirouette là, c'est vraiment, je pense sincèrement que c'est en incluant tous les domaines qu'on pourra être le plus pertinent possible. José, vous qui avez une école, qui êtes responsable d'une école qui est dédiée vraiment à cette problématique-là, quelle discipline, en plus de la psychologie, on retrouve derrière la RSE? Alors, à mon avis, ce qui est important déjà, c'est de comprendre les enjeux physiques du monde. C'est-à-dire que, faire de la RSE, avoir une responsabilité sociétale, c'est aussi comprendre les flux physiques qui sont derrière l'entreprise, qui se traduisent par des minerais qui sont exploités à certains endroits, qui se traduisent par des hydrocarbures qui sont exploités à d'autres endroits dans d'autres pays. Donc, on a des enjeux stratégiques qui sont forts sur les ressources, sur l'énergie, et puis ensuite, la conséquence de l'usage de ces énergies ou de ces ressources qui vient affecter aussi le système planétaire. Donc en fait, derrière tout ça, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il est important pour les étudiants de comprendre les enjeux physiques sous-jacents. C'est vraiment la dimension science dure. Donc il faut comprendre par exemple ce qu'est une climatologie, ce qu'est la climatologie. Il faut comprendre aussi les enjeux de l'énergie. C'est quelque chose qui est très important. Déjà, qu'est-ce que l'énergie? Poser une définition. Et puis avoir les ordres de grandeur sur les consommations, par exemple, qui sont quotidiennes en termes d'énergie. Combien est-ce qu'on émet? Combien est-ce qu'on consomme chaque jour? Combien est-ce qu'on émet de CO2? Un Français en moyenne, ça représente combien? Et à l'échelle mondiale, ça représente combien, etc. Donc, il y a une dimension physique au sens propre du terme qui est très importante. Mais ça ne suffit pas. Et effectivement, ce qu'a apporté Justine tout à l'heure, il y a une dimension transversale qui est très importante. Il faut être aussi en capacité de comprendre ce que j'appellerais le logiciel humain, la dimension psychologique, la dimension sociale, les éléments affectifs, cognitifs qui viennent modeler nos personnalités, modeler nos sociétés. Donc il y a un deuxième enjeu de ce côté-là qui me semble important. Il faut comprendre l'histoire aussi. D'où vient-on? Quelle est notre histoire? Il y a plein d'éléments de ce genre. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir une approche, je dirais, technicienne, non plus au sens physique du terme, mais au sens peut-être voir un peu le futur à travers la technique. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est peut-être un sujet important. En quoi les machines demain vont peut-être avoir des impacts plus forts que ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc la transversalité dont parlait Justine tout à l'heure, là, je pense qu'il faut vraiment la décupler plutôt que d'avoir une pensée très spécialisée ou silotée. Il faut être en capacité de faire beaucoup de transversalité, ce qui n'est pas rien. Et puis je dirais aussi qu'un enjeu important pour les générations actuelles, c'est de faire en sorte de travailler dans la coopération. La coopération, savoir la faire déjà au sein d'une école, c'est pas mal. Mais le grand espoir, c'est de le faire à l'échelle internationale pour que demain, par exemple, si on réfléchit aux enjeux du carbone, eh bien, que ce soit fait de manière concertée. Aujourd'hui, on est d'accord sur le diagnostic,
c'est-à-dire que le GIEC est là pour ça, pour poser les éléments. Les COP sont là aussi pour montrer qu'il y a un consensus entre les différents États, mais il n'y a pas les actions qui vont derrière. Et les actions de coopération, eh bien, elles nécessitent d'être structurées, mais par définition, peu d'écoles aujourd'hui sont en capacité de former à la coopération. Et donc, c'est aussi un des enjeux qu'on porte dans Gaïa, faire en sorte que demain, les étudiants soient en capacité d'influencer à l'échelle internationale et de coopérer avec les autres États. Vous parliez donc de dimension psychologique, hein, il y a une dimension très concrète à cet endroit-là. D'après une étude menée sur les jeunes du monde entier, donc c'est d'après un article France Info, je donne mes sources, 75% d'eux jugent le futur effrayant et 45% disent souffrir d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est, André ? C'est le fait, effectivement, pour les jeunes, mais pas que les jeunes, d'être conscients de plus en plus des différents impacts sur l'écologie et sur le fait que le dérèglement climatique va modifier profondément, en fait, la vie sur la planète qu'on va avoir. Et je pense que c'est tout à fait logique parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une prise de conscience que notre monde va changer, en fait, même si on essaye maintenant de modifier les différentes pratiques et la RSE est un des leviers pour cela. Ce sera de toute façon, en fait, un monde différent qu'on va vivre à partir de 2050 et 2100 encore plus. Et je pense que du coup, pour nous, en tant qu'école, c'est très important de dire qu'effectivement, cette anxiété, cette peur, quelque part de l'avenir, doit être transformée comme un moteur pour l'action. Et de se dire, effectivement, cette peur ne doit pas nous rendre inactifs et de se dire, c'est perdu de toute façon, quoi qu'on fasse aujourd'hui, ça va être pire demain. Non, en fait, il faut qu'on transforme en fait, nos étudiants dans des actrices, des acteurs de la transition écologique et sociale, en fait, et leur dire effectivement que une fois que vous avez compris, comme disait José, en fait, tout le contexte, tous les éléments qui aujourd'hui impactent notre modèle peuvent être modifiés. Il y a aussi derrière effectivement un certain nombre de choix. Et si on donne effectivement des outils, des façons de faire, des façons de coopérer différemment à l'échelle locale, nationale et internationale, on peut en fait avoir un impact et on peut en fait créer un autre monde qui effectivement a des impacts plus positifs. Peut-être ce seront plus les générations actuelles qui vont tirer tous les bénéfices effectivement de ces impacts, mais ce seront nos enfants, nos petits-enfants, et on doit effectivement, encore une fois, utiliser la peur comme un moteur de l'action. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas à Audencia. On parle de peur, en effet, c'est vrai qu'il y a une multitude, quand on commence à regarder un peu ce que c'est que la RSE, les domaines que ça touche, c'est vraiment multiple, et puis l'urgence qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un classement des urgences de la RSE, un ordre prioritaire dans lequel il faudrait d'abord traiter tel problème, puis tel problème, ou est-ce qu'en fait, ils ont tous le même niveau d'importance et d'urgence, et donc, en fait, il faut réussir à les aborder tous ensemble, André ? Je pense effectivement qu'il faut prioriser. À un moment donné, on a évoqué les 7 grandes familles, mais si on va derrière, évidemment, il y a encore plein d'autres enjeux. C'est très important qu'on priorise, mais il faut prioriser dans un contexte donné. Donc, c'est vrai que nous, on essaye d'accompagner nos étudiants pour leur dire, demain, si vous travaillez dans une organisation ou une entreprise, comment vous pouvez prioriser les différents enjeux. Si je parle effectivement d'écologie, évidemment, il y a le climat et donc derrière le climat, toutes les questions de transition écologique, peut-être d'économie circulaire qui sont importantes, peut-être l'économie de la fonctionnalité, mais aussi la biodiversité, en fait, qui est un autre enjeu dans le domaine écologique. Et effectivement, en fonction du type d'activité que vous avez, si vous êtes plutôt dans l'agroalimentaire, peut-être effectivement la biodiversité va déjà être plus important que si vous êtes effectivement dans un autre secteur où peut-être effectivement le climat est plus prioritaire pour vous. Donc effectivement, je pense que c'est difficile de dire que d'une manière abstraite, en fait, il y a une priorité qui est plus importante, ou comment dire que l'écologie sera plus importante que le social. Il faut agir sur tout, mais chaque organisation va avoir des priorités différentes en fonction de son secteur d'activité, de sa taille, de sa situation géographique aussi, parce que selon l'écosystème dans lequel effectivement vous êtes situé, vous allez avoir des priorités différentes forcément à aborder. Et donc, on donne à nos étudiants des clés, en fait, comme l'analyse de la matérialité, la matrice de matérialité, qui permettent effectivement, d'une façon transparente, là encore, et en coopérant avec l'ensemble des parties prenantes, les priorités pour les 2-3 prochaines années pour une entreprise donnée dans un contexte particulier.
Merci André pour cette réponse très complète. Maintenant que nous avons un petit peu balisé ce que c'était que la RSE, nous sommes partis un peu plus à la découverte, on est un peu plus familier avec cette notion de responsabilité sociétale, sociale des entreprises. Je vous propose de comprendre comment Audencia forme et répond aux enjeux de société du XXIe siècle dans la deuxième partie. Alors on va rentrer un peu plus dans ce qu'Audencia propose, comment Audencia enseigne, la pédagogie d'Audencia. Justine, je pense que tu es une des mieux placées pour en parler. Pourquoi tu as fait le choix, dans un premier temps, d'Audencia et dans un deuxième temps, de ce master APT en particulier? C'est compliqué du coup pour moi de répondre parce que j'ai fait le choix d'Audencia à cause ou grâce plutôt à ce master. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est la transversalité qui va nous permettre de mieux nous adapter et de correspondre avec le plus de monde possible et d'imbriquer tout le monde, de motiver tout le monde à ces nouveaux modèles. Et j'ai choisi ce master APT parce que justement, il englobe ces différentes écoles. Donc Audencia, qui est très bien réputée, l'école centrale également sur la partie plus ingénieur et l'école d'architecture et l'école de design de Nantes. Est-ce que tu dirais qu'il faut déjà être engagé pour s'inscrire à Audencia ou pour pouvoir rejoindre Audencia? Est-ce que c'est une condition dans ta classe? Tout le monde est déjà très concerné et très engagé autour de ces problématiques? Alors, on est tous, je pense, très engagés. Après, nos comportements sont assez différents. On a des personnes qui vont être contre la voiture. Par exemple, on a un voyage de classe à réaliser au cours de l'année. On a des personnes qui ont été d'accord pour venir sur Hambourg en avion et d'autres qui souhaitent absolument prendre les transports, enfin prendre le train, des transports moins coûteux. Et on a des personnes qui mangent de la viande et qui s'en priveront pas nécessairement. Enfin, pour moi, la formation, elle est ouverte. Dès qu'on a une motivation à faire changer les choses et à être un acteur pour la transition énergétique, je pense que André et Sandrine de l'école centrale ont interrogé plus particulièrement ces aspects. Après, ça ne veut pas dire qu'on est tous dans une secte, qu'on a tous des comportements semblables contre la viande, contre l'avion, etc. Très bien, on va dire que c'est une véritable mentalité, un état d'esprit. On pourrait dire plus qu'une réalité, c'est un quotidien pour Audencia. José, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une culture d'école indépendamment du parcours choisi? Alors, oui, indéniablement, Audencia porte des valeurs, notamment, on parlait du terme de RSE tout à l'heure, depuis très longtemps. C'est une école qui en a fait sa spécialité il y a maintenant fort longtemps. Et on le voit notamment à travers les enseignements qui sont proposés. Quasiment tous les enseignements proposés aujourd'hui ont une partie qui traite de sujets de RSE, et ça depuis assez longtemps. Donc ça fait une spécificité de l'école. Elle est repérée comme telle aussi par les étudiants qui entrent en général dans cette école, même pour un programme grande école, en sachant qu'il y a une dominante RSE qui est forte. Donc cet ADN-là, il existe et il a en effet, je pense, façonné une partie de nos étudiants qui aujourd'hui s'investissent sur ces champs-là dans le milieu de l'entreprise. Donc on a des alumni, on en a beaucoup, des anciens diplômés qui aujourd'hui ont des métiers qui sont en lien avec les sujets de RSE. Et on peut aller plus loin, on peut dire aussi que la constitution de l'école Gaïa, elle n'est pas anodine. On ne peut pas, en n'ayant aucune base sur ces sujets-là ou très peu, de faibles bases, se lancer dans le développement d'une école comme Gaïa. Donc Gaïa, précisément, elle a sa place au sein de l'écosystème Audencia parce qu'on a une capacité interne, organisationnelle, à répondre aux besoins de cette école. Et ça, ce n'est pas valable pour toutes les écoles de commerce en général. Donc Audencia, de ce côté-là, vraiment une valeur historique qui lui permet d'avancer sur ces sujets qui aujourd'hui sont tout à fait d'actualité. Alors je reviendrai sur Gaïa, bien évidemment, qui c'est la RSE de la RSE, on verra comment on en parle. André, José disait depuis longtemps, je sais que Audencia est engagé dans le Global Compact depuis 2004, le PRME, donc le principe pour un enseignement responsable du management, depuis 2007. On voit aussi qu'il y a un plan stratégique ECO 2025, est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, ce nouveau plan stratégique ECOS 2025 effectivement, vise à mettre encore plus au cœur de notre stratégie les questions de transition écologique et sociale, et notamment effectivement, à travers la création de cette école Gaïa pilotée par José, mais d'une façon générale, en fait, en essayant d'amplifier encore notre engagement
dans ces différents domaines, que ce soit dans la recherche, en fait, en essayant de dire on veut encore plus intégrer les questions de transition écologique et sociale dans toutes les recherches qu'on développe et de les diffuser encore plus aux entreprises et aux autres acteurs pour vraiment rendre opérationnelles aussi, en fait, ces transformations-là. Travailler aussi sur l'exemplarité de l'école elle-même. Nous aussi, évidemment, on a un bâtiment, on a des salariés, on achète un certain nombre de choses. Et c'est important aussi qu'on s'applique à ce qu'on enseigne effectivement à nos étudiants en interne aussi. Donc, effectivement, il y a vraiment cette cohérence en fait dans le plan stratégique ECOS 2025 qui est là. Ça conclut évidemment aussi sur les questions d'ouverture sociale. On sait qu'aujourd'hui, dans les grandes business schools, en fait, il y a toujours en fait une certaine appréhension de la part de certaines parties de la population qui pensent que ces écoles-là ne sont pas pour accessibles à tout le monde. Or, en fait, on va développer encore plus à la fois des bourses, mais aussi un accompagnement des lycéens pour leur dire, vous aussi, vous pouvez en fait vous engager dans des études supérieures et on va vous accompagner, on va vous donner envie. Par exemple, il y a un beau projet, en fait, on va travailler avec ceux qui ont un bac pro pour leur dire, vous aussi, vous pouvez intégrer une école comme Audencia, on va vous accompagner financièrement, mais aussi dans le développement de vos compétences. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et le plan stratégique ECOS 2025 aussi mise encore plus sur l'hybridation des compétences. On l'a déjà évoqué effectivement avec José, c'est aussi quelque chose qui depuis longtemps est dans les gènes d'Audencia. On a depuis longtemps travaillé avec notamment l'école centrale à Nantes, l'école d'architecture, on a une alliance avec ces écoles-là et on pense que pour justement faire face à l'urgence écologique, sociale et aussi effectivement les transformations technologiques en fait auxquelles on fait face en fait dans le monde, on a besoin de croiser en fait les compétences de management avec d'autres compétences. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fort. Et donc, on a pris l'engagement de dire que tous les nouveaux programmes qu'on va créer seront dans une logique d'hybridation de compétences. Et donc, par définition, en fait, en association avec d'autres écoles hors du secteur du management. Donc, ça aussi, c'est un parti pris, mais qui est tout à fait cohérent avec cette idée de dire, on veut contribuer à transformer finalement les entreprises, les organisations pour avoir un impact positif. Vous avez un directeur qui va même jusqu'à dire l'objectif n'est pas de devenir la meilleure école du monde, mais d'être une école meilleure pour le monde. C'est-à-dire à quel point vraiment c'est dans votre ADN, avec la participation à la COP2 étudiante, le rapport RSE 2020. C'est tout ce que vraiment Audencia a la RSE dans le sang quelque part. Maintenant, si on veut être un peu plus dans le détail, si on veut faire le MS Apt par exemple, est-ce que c'est ce qui va me permettre d'aller encore un peu plus? C'est-à-dire que je suis une école qui est responsable et si je veux être encore plus orienté vers ces problématiques-là, il faut que je fasse le MS Apt, Justine, c'est ça? Alors, je ne peux pas comparer avec les autres formations, mais je vous invite à vous renseigner sur le MS Apt parce que ça fait 1 mois et demi qu'on y est dans la promotion et on est vraiment ravis de cette formation. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des détails plus concrets sur ce que vous avez fait, des projets que vous avez? Donc, tu nous avais parlé d'un voyage étudiant dans lequel tous les étudiants ne voulaient pas forcément utiliser les mêmes moyens de transport, mais autour de la pédagogie appliquée à Audencia, en tout cas dans le MS Apt, comment tu en parlerais? Ce que j'apprécie, je pense, le plus, c'est qu'on est intégré dans des projets intéressants. Par exemple, André a réussi à nous faire travailler sur le Fair Work, donc tout ce qui est plateforme numérique, et on va évaluer en gros, l'organisation de certaines structures, par exemple Uber, Uber Eats, etc. On va rencontrer des personnes qui travaillent, donc qui sont coursiers ou alors qui font des ménages ou qui sont dans des entreprises de taxi collaboratifs. Et on va les interroger pour savoir comment ça se passe, comment sont leurs conditions de travail, comment ils ont eu accès éventuellement à leur contrat de travail, s'ils ont un accident, est-ce qu'ils sont accompagnés, enfin toute l'organisation dont on n'a pas forcément l'habitude de se poser la question quand on est en contrat salarié. Eux, ils sont sur une structure de travail différente et on va les interroger sur leur façon de travailler, leur façon de gérer des difficultés pour répondre à ce travail. On est aussi sur des différents projets
pédagogiques, par exemple, je pense au fil rouge ou par petits groupes de 3 ou 4 élèves. On travaille pour une entreprise qui a une problématique particulière. Par exemple, sur le groupe dans lequel je fais partie, on accompagne Innoserve pardon, et Soalis. C'est une entreprise lyonnaise qui propose des panneaux photovoltaïques. Donc, on va les aider sur leurs outils de communication, sur leur stratégie marketing. Enfin, c'est des projets qui sont très globaux. En fait, on voit beaucoup de choses, on ne s'arrête pas à une petite partie. Voilà, là, on est en cours de marketing, on va vous expliquer comment le marketing fonctionne et puis on va faire un petit projet, par exemple, un rapport de 15 pages. Non, on est vraiment dans l'action et c'est ça qui nous plaît, je pense, le plus. C'est très clair. Merci beaucoup, Justine, d'avoir partagé tous ces projets avec nous. Quand on t'écoute, enfin moi, quand je t'écoute, j'ai envie de poser la question, José, finalement, Gaïa, qu'est-ce que ça apporte en plus? Parce que là, on est déjà à la pointe de la RSE quelque part. Oui, alors là, on parle d'un master spécialisé qui est à destination d'étudiants qui sont déjà armés, en général, qui ont un parcours aussi en lien avec les thématiques. Mais Gaïa, c'est pas que ça. C'est aussi la possibilité d'offrir un parcours à des étudiants qui n'ont pas du tout d'expérience ou très peu de connaissances sur les sujets transversaux dont on vient de parler. Et par exemple, ce qu'on est en train de constituer actuellement, c'est un bloc de cours pour les étudiants de la grande école. Donc, les étudiants de la grande école vont avoir, à partir de septembre 2022, la possibilité de choisir en 4e année, donc en équivalent Master 1, un parcours Gaïa. Donc, c'est un semestre qui sera dédié à tous ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des cours de management classique, mais ça veut dire que les cours de management classique seront revisités à la sauce enjeux du 21e siècle. Donc, quand on fait un cours de marketing, eh bien, on fera un cours de marketing critique, par exemple, et puis on essaiera de faire des mesures très concrètes de l'impact des produits qui sont développés dans le cadre du cours. Si on prend des cours de finance, ce sera des cours de finance climatique, par exemple. Comment est-ce qu'on finance une transition écologique? Des cours d'économie, on peut avoir des questionnements sur qu'est-ce qu'une croissance? Une croissance économique, une croissance des flux physiques? Est-ce qu'il faut décroître? Il y a des vrais sujets de société comme ça aujourd'hui qui sont très forts et des sujets économiques. Donc Gaïa, c'est aussi ce qu'on peut permettre. C'est donner l'accès à des étudiants à ces contenus de cours, mais dans un programme déjà existant. Donc, ce n'est pas une spécialisation. Et puis, à terme, c'est aussi offrir un portefeuille de cours qui soit plus étoffé. Et donc, on a un MS Apt aujourd'hui au sein d'Audencia qui est extrêmement performant, avec des satisfactions d'étudiants. Moi, j'ai enseigné dans ce MS Apt et je vois les promotions qui sont présentes. On a vraiment affaire à des étudiants extrêmement impliqués, extrêmement motivés. L'idée de Gaïa, c'est d'embarquer plus largement un plus grand nombre d'acteurs, que ce soit des étudiants de type master, comme pour un MS Apt, mais aussi des étudiants qui sont plutôt de niveau bachelor, et puis d'autres programmes qui ne sont pas forcément dédiés à des étudiants au sens universitaire du terme. Quels partenaires, José, reconnus sur la scène internationale, reconnaissent aussi Audencia comme une référence en matière de RSE? Alors, on peut en imaginer plusieurs. On a déjà un beau partenariat historique avec le WWF. Je pense qu'André pourra en reparler plus précisément. Et puis, on vient de nouer aussi un partenariat avec un think tank français qui s'appelle le Shift Project. Alors, le Shift Project publie des rapports sur l'enseignement notamment, mais pas que. Et sur l'enseignement, ils ont travaillé avec les écoles d'ingénieurs et notamment avec le groupe INSA. Ils ont travaillé à la réflexion des contenus de cours qui seraient à garder ou à supprimer ou à améliorer dans les objectifs de l'accord de Paris, selon les objectifs accord de Paris, c'est-à-dire respecter les 2,5 degrés. Donc, comment est-ce qu'on enseigne à des étudiants en école d'ingénieurs des contenus qui sont en phase avec les objectifs de l'accord de Paris? Et dans les écoles de commerce, ça ne se faisait pas jusqu'à présent, il n'y avait pas d'historique et le Shift Project a noué un partenariat historique avec Audencia et avec Gaïa aussi. Donc, on a aujourd'hui, grâce au Shift Project, un travail d'expert qui est en train de se faire en interne, qui vient diagnostiquer, passer à la moulinette l'intégralité de nos contenus d'enseignement. Et je peux vous dire que ça rigole pas parce que quand le Shift Project le fait, il ne le fait pas à moitié. Et donc, on a affaire à des experts qui sont là pour observer l'intégralité des contenus que l'on propose aujourd'hui, tous les catalogues de cours de tous nos enseignements à Audencia, et qui va progressivement faire des recommandations, des propositions d'aménagement en vue de rester dans les accords de Paris, de travailler à une vraie transition. Le Shift Project, Shift par définition qui veut dire transition, faire en sorte que la transition, les enjeux socio-écologiques soient vraiment intégrés dans les programmes de l'enseignement supérieur.
Et donc, ça se fait avec Audencia. C'est pas complètement anodin. Encore une fois, je pense qu'on est suffisamment avancé, voire beaucoup plus avancé que d'autres écoles pour pouvoir briguer un tel partenariat. Mais c'est une grande fierté qui nous permet aussi d'avancer beaucoup plus rapidement et de changer de braquet vraiment sur les enjeux socio-écologiques. Alors José, j'ai bien entendu votre appel du pied à André. André, comment est-ce que vous pourriez compléter cette réponse? Oui, en fait, d'une manière générale, en fait, Audencia a vraiment dans les gènes le fait de travailler avec d'autres acteurs. Alors, pour une business school, évidemment, c'est assez logique de travailler avec les entreprises. Donc, on a beaucoup de partenaires d'entreprises qui nous poussent d'ailleurs, en fait, dans cette direction-là. En fait, on a d'un côté, en amont, en fait, nos étudiants qui, de plus en plus, effectivement, on a parlé d'éco-anxiété, mais aussi d'engagement, en fait, sur l'écologie, sur le social, qui nous poussent effectivement à nous transformer. Et de l'autre côté aussi les entreprises qui de plus en plus comprennent qu'il faut faire un marketing différemment, transformer leur comptabilité, transformer leurs achats, etc. Et donc, on travaille depuis longtemps avec différentes entreprises sur ces questions-là, mais on travaille aussi depuis très longtemps avec les organisations syndicales, par exemple, sur la dimension sociale, sur les enjeux de diversité, par exemple, avec des syndicalistes qui interviennent en fait dans nos cours, ce qui est plus original pour une business school. Et effectivement, les acteurs en fait ONG, comme effectivement le WWF, effectivement, on est la seule école en France effectivement à avoir un partenariat stratégique depuis plus de 10 ans maintenant avec le WWF, qui se traduit à travers des projets de recherche en fait en commun entre des entreprises partenaires du WWF, le WWF et Audencia pour essayer de comprendre, par exemple, Sodexo, en fait, comment ils se sont transformés pour offrir en fait des repas plus responsables en fait dans les cantines, dans les entreprises, par exemple. On a travaillé en fait évidemment sur l'enseignement avec des interventions régulières du WWF dans les cours, par exemple dans les MSA, effectivement, ils interviennent régulièrement à la fois sur des questions d'impact écologique en fait d'un certain nombre d'activités du secteur de l'énergie, mais aussi sur le lobbying, comment en fait une ONG essaye de transformer la législation nationale et européenne, comment en fait ils sont acteurs, par exemple de la COP 26. Ça, c'est des éléments très concrets en fait qui sont apportés. Et le WWF aussi essaye de travailler sur la façon en fait dont nous, en tant qu'école aussi, on peut s'améliorer. Par exemple, on a travaillé il y a 2 ans sur le fait d'abolir les bouteilles de plastique en mettant en fait à disposition de l'eau et des gourdes distribuées gratuitement à nos étudiants. Donc c'est effectivement tout un écosystème et pour nous en tant qu'acteurs d'une école, c'est très intéressant justement de comprendre comment résonne en fait une ONG, comment elle fonctionne, quels sont les outils effectivement qu'elle applique. Et donc pour nos enseignants-chercheurs, c'est évidemment des choses qui les inspirent dans leurs travaux de recherche et dans leurs enseignements. Et donc on va aussi pouvoir accompagner encore mieux nos étudiants pour dire que demain, quand ils sont dans une entreprise, une ONG, mais aussi une organisation syndicale, ce sont des partenaires et ce ne sont pas effectivement uniquement des gens qui nous menacent, mais au contraire, ça peut être des acteurs qui peuvent nous aider à innover, à nous questionner en permanence et toujours effectivement créer cet impact positif. André, vous avez parlé donc de transformation, hein. On a parlé aussi de demain, comment vos étudiants demain allaient intégrer les entreprises et les acteurs économiques actuels. Donc je vous propose d'aller vers la partie 3, hein, de se diriger et de répondre à la question comment transformer le monde en un nouveau paradigme économique. Alors c'est un grand projet, hein, transformer le monde en un nouveau paradigme économique. Et Justine, j'aimerais avoir ta vision d'experte en devenir, d'étudiante au MS Apt. Quel serait selon toi le paradigme économique vers lequel on doit se diriger? C'est une bonne question. Je te remercie. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est mutualisation et économie circulaire et économie de la fonctionnalité. Pour moi, ça n'a vraiment plus aucun sens de posséder. On n'est plus trop dans cette optique-là, je trouve. Alors, j'ai 32 ans, je me mets quand même dans la catégorie des jeunes. Dans ma classe, on a des personnes de 22 ans et puis on a des quadras. On salue les quadras. Ils sont une bonne ressource aussi. Je pense que c'est en mutualisant et les connaissances
et les intérêts de chacun qu'on peut changer les entreprises de l'intérieur et la société de manière générale à l'extérieur. On parlait tout à l'heure du Shift Project. On a aussi pas mal de jeunes qui se sont mobilisés pour ne plus travailler dans des entreprises qu'ils ne cautionnaient pas. Et je pense qu'on est vers cette orientation-là. On discute de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, sur un monde qu'on souhaite voir transformé, et on est tous, je dis tous parce que même les personnes qui sont autour de moi et qui font pas partie de cette formation, je pense qu'on a tous cette envie d'avoir plus de sens au travail et dans notre société de manière générale. Et je suis en train de m'enliser un petit peu dans ma réponse, je l'entends, mais je pense Non, que pas du si tout. ça va, si on mutualise davantage notre façon de travailler, nos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, je pense qu'on va vers une solution. Donc, Justine, tu parles de quête de sens. Alors après le Covid, on en entend particulièrement parler de cette quête de sens, avec des vagues de démissions, que ce soit aux États-Unis, en Corée aussi, du Sud. Est-ce que la RSE, c'est la réponse pour concilier l'humain et le travail, José? Oui, peut-être, et encore que je n'ai pas forcément la réponse. Moi, je crois que ce qui est important avant tout, c'est d'avoir affaire à des étudiants qui soient câblés aux enjeux de demain. Et déjà, c'est un bon point. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait des personnes aux compétences techniques excellentes, au relationnel moyen, mais qui finalement contribuent aussi très largement avec une approche très technicienne à certains éléments du changement. Je parlais tout à l'heure de la finance climatique, on peut imaginer quelqu'un qui passe beaucoup de temps derrière un tableur Excel à faire des modélisations ou à rentrer des données qui soient extrêmement pointues et très pertinentes ensuite pour d'autres communautés qui vont pouvoir permettre de faire une transition. Donc finalement, il y a de la place dans ce monde pour accepter la diversité. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir que des gens qui sont parfaitement cohérents, parfaitement des êtres sociaux au carré, etc. On peut aussi imaginer avoir des individus au profil très spécifiques, mais qui ont compris les grands enjeux du monde. Et c'est vraiment là où il y a quelque chose de très important, c'est avoir les ordres de grandeur dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, si vous ne les avez pas, vous pouvez tout à fait être plein de bons sentiments, mais ça suffit pas pour être plein de bons raisonnements. Et donc, vous pouvez faire tout un ensemble de démarches qui vous semblent parfaitement cohérentes et qui sont en fait incohérentes ou qui vont même à l'encontre des enjeux environnementaux et sociaux. Donc, il y a des éléments de contre-intuition qui sont très forts. Je peux vous donner un tout petit exemple, mais si on prend la 5G, le déploiement de la 5G, vous êtes un ingénieur qui est siloté, vous allez être très convaincu par la techno. Pourquoi? Parce que par octet envoyé, vous dépensez moins d'énergie. Vous avez besoin de moins d'énergie pour envoyer un octet qui est diffusé en 5G plutôt qu'en 4G. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a un progrès énergétique, une efficacité énergétique améliorée. Et donc, à partir de là, c'est bien de contribuer au développement de la 5G. Oui, mais d'un autre côté, il y a des effets systémiques qu'on appelle des effets rebonds qui vont faire que parce qu'on peut envoyer beaucoup plus de données avec la 5G, on se retrouve dans la situation où il y a beaucoup plus d'énergie qui est dépensée pour envoyer beaucoup plus de données, parce qu'on a la possibilité de le faire. Donc, il est important aussi de penser plus largement, de penser en système. On peut avoir des gens qui sont très experts dans un domaine, mais il faut aussi de l'encadrement transversal pour être en capacité de vraiment changer de paradigme. Et à ce niveau-là, le monde est vaste et on peut tout à fait imaginer des gens avec des profils très différents, des appétences différentes, des états psychologiques, sociaux différents. Mais en revanche, il faut quand même avoir le câblage, les compréhensions de base pour faire en sorte d'avancer dans la même direction, ou au moins dans une direction qui évite d'avoir trop de degrés sur cette planète en plus. André, José parle de câblage, donc du coup il y a un contrôle à mettre en place, il y a des experts finalement à injecter dans le marché du travail pour pouvoir justement cadrer toutes ces activités. Est-ce que vous direz que la RSE c'est un marché porteur? Oui, forcément, en fait, c'est un marché porteur dans le sens que je n'imagine pas que demain, une entreprise puisse prospérer durablement et même exister si elle n'intègre pas effectivement les questions de transition écologique et sociale
au cœur en fait de son business model. J'en suis vraiment convaincu et de plus en plus, effectivement, les entreprises d'ailleurs le comprennent, effectivement, que ce soit pour mieux recruter et fidéliser les salariés, que ce soit effectivement pour convaincre les clients de rester aussi avec eux, que ce soit pour travailler avec les fournisseurs en fait qui ont aussi de plus en plus en fait tendance à choisir des clients qui partagent les mêmes valeurs qu'eux, ou que ce soit pour anticiper des législations qui, de toute manière, vont certainement en fait demander de plus en plus de choses aux entreprises. Donc, effectivement, c'est le sens de l'histoire. Et du coup, effectivement, on voit que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui s'interrogent aussi sur le sens. On a cette réflexion-là au titre individuel et les entreprises parlent de plus en plus, effectivement, de raison d'être. Quand on regarde, par exemple, le mouvement des entreprises à mission, en fait, il y a effectivement cette tendance-là à se dire à quoi je sers. Et est-ce que, en tant qu'entreprise, mon objectif, c'est par exemple de produire toujours plus et de vendre toujours plus pour avoir un maximum de revenus, ou finalement, est-ce que je peux développer mes revenus, par exemple, en monter en gamme, en fait, et en ayant en fait des produits qui vont durer plus longtemps, quitte à ce qu'en fait je vais récupérer en fait ces produits en fin de vie pour les réparer, les nettoyer et les vendre une deuxième fois. C'est tout le marché de la seconde main. Ou peut-être, comme disait Justine, effectivement, peut-être pour louer des objets, effectivement, plutôt que de les vendre. Et on a de plus en plus, en fait, ces réflexions-là qui sont assez intéressantes du côté des entreprises où on va, effectivement, de se dire comment je peux contribuer, effectivement, à un impact positif. On a même, on parle aujourd'hui d'économie régénérative, des entreprises qui se fixent pour objectif, effectivement, d'avoir un impact écologique positif et de développer des activités qui vont permettre de sauver la planète. Donc, il y a toute une autre façon, effectivement, de voir l'organisation économique du monde et le fait, effectivement, d'avoir uniquement une rémunération à court terme des actionnaires qui vont, effectivement, être assez peu nombreux pour s'accaparer l'ensemble des richesses, de mon point de vue, ce n'est pas un modèle, effectivement, qui va pouvoir perdurer. Et donc, il faut inventer d'autres façons de coopération, d'autres façons en fait à fédérer l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Et c'est ça finalement qu'on essaye d'impulser aussi avec nos recherches, nos cours en fait à Audencia. Alors je vous entends, transformer les étudiants pour transformer les entreprises. J'ai envie de vous challenger un peu, André. Est-ce qu'on fait réellement le poids face à des géants comme Total, par exemple ? Je pense en fait que, et c'est pour ça en fait qu'Audencia s'allie à d'autres acteurs, on ne pourra pas y arriver tout seul en fait. Et comme ce que disait José tout à l'heure, en fait, par exemple, quand on s'associe à The Shift Project, on essaye en fait de faire d'Audencia en fait un précurseur en fait à expérimenter des choses, en fait à devenir une sorte d'étude de cas d'une école de business qui soit meilleure pour le monde. Mais après, à chaque fois, quand on expérimente comme ça, en fait, on partage nos succès avec d'autres business schools en France et dans le monde. C'est le sens effectivement de Prime, le réseau que vous avez mentionné au début, en fait, où on travaille aujourd'hui avec plus de 800 écoles de management qui sont dans le même esprit en fait que nous. Et Audencia est une des 30 écoles les plus engagées dans ce réseau animé par les Nations Unies. Donc, on partage à chaque fois en fait ce qu'on a appris de positif, mais aussi on va partager nos échecs parce qu'on ne va pas pouvoir réussir en fait à 100%. Et donc, c'est en fait finalement comme ça, en transformant pas uniquement Audencia, mais l'ensemble des écoles en fait dans le monde qu'on va pouvoir y arriver. Et de l'autre côté, les entreprises aussi, les ONG aussi, comme je disais, effectivement, sont en train de se modifier. Et donc, notre rôle aussi en tant que business school, c'est de dire effectivement, voilà, il y a peut-être des modèles qui sont plus responsables que d'autres, qui produisent un meilleur impact. Et c'est ces modèles-là, en fait, qu'il faut faire connaître, donner envie à nos étudiants de les rejoindre. Et là, je pense, en fait, que presque automatiquement, les entreprises vont voir effectivement ces succès et se dire pourquoi, en fait, je mène pas une transformation similaire, moi aussi, puisque s'il n'y a plus de contre-indication économique, en fait, à avoir une viabilité de l'entreprise tout en produisant un meilleur impact social et écologique, je pense en fait qu'on va pouvoir y aller tous ensemble et plus fortement. Alors André, vous avez partiellement répondu à la question, la dernière question que je vais vous poser juste avant la conclusion. José, je vais vous la poser à vous, je pressens la réponse, mais est-ce que, quand on entend le rapport du GIEC, on peut potentiellement se poser cette question, enfin quand on le lit en tout cas, est-ce qu'il est trop tard pour agir ?
Alors, tout dépend de ce qu'on entend par trop tard. Si l'objectif, c'est d'avoir le niveau de biodiversité qu'on avait en 1850, effectivement, c'est trop tard. C'est irréversible. Il y a encore quelques études qui le montrent. Il y en a à peu près pour 7 millions d'années avant de retrouver le niveau de foisonnement de biodiversité qu'on avait en 1850. Si c'est pour maintenir la fin de l'ère glaciaire dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec une température moyenne sur Terre qui est équivalente à ce qu'on avait en 1850, ça, c'est perdu aussi. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses que l'on a perdues. Après, quand on perd, on gagne aussi certaines choses, hein. Quand il fait un peu plus chaud, c'est peut-être mieux, je plaisante. Il y a beaucoup d'enjeux derrière qui font que c'est très compliqué d'avoir quelques degrés de plus. Donc, est-ce que c'est perdu? Non. Il n'y a rien de perdu. Si on prend à l'échelle du vivant et qu'on sort un peu de notre vision anthropocentrée, la nature, au sens large du terme, en incluant les humains, la nature, elle va s'adapter, elle va muter. Avec 8 ou 9 milliards d'humains sur la planète de bonne humeur, ça, c'est plus compliqué, on ne sait pas. Donc, si on prend la question spécifiquement sous l'angle humain et non pas sous l'angle biologique, par exemple, eh ben, en effet, il y a beaucoup de mutations à venir, il y a beaucoup de changements, il y a des inquiétudes du côté de l'armée, il y a des inquiétudes du côté des flux migratoires, il y a des inquiétudes sur le plan des tensions alimentaires, donc il y a un gros travail. Mais de là à dire que c'est perdu pour l'humanité, certainement pas, notamment parce qu'il y a quand même un engouement sur 2 ou 3 ans pour ces sujets-là et non seulement un engouement, mais aussi une prise de conscience qui est sans précédent. Moi, je suis tout à fait frappé de voir que quand je commençais ces enseignements-là en 2019 et que j'avais préparé ça un an en amont, pardon, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le sujet. Aujourd'hui, il y a quand même un nombre d'acteurs remarquable, ça c'est indéniable. En l'espace de 3 ans, il y a des gens qui sont devenus spécialistes, qui se sont formés sur ces sujets-là, dans les entreprises notamment, qui travaillent vraiment de concert pour faire en sorte d'aller vers moins d'émissions de CO2 qui vont se traduire par moins de degrés sur cette planète. Donc, certes, les émissions de CO2 continuent à augmenter et la période Covid n'aura pas changé grand-chose à cette histoire-là, mais je pense qu'on va avoir une inflexion, j'ai cet espoir-là, au regard notamment des évolutions qu'il y a dans les systèmes de pensée, dans les organisations à l'échelle internationale. C'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'une affaire européenne. Merci José donc pour cette note d'espoir. C'est juste avant, nous allons passer à la conclusion. Alors ma phrase n'était pas complète, hein, c'était juste avant de conclure, vous l'avez compris. Je vous propose à chacun d'entre vous de parler à la caméra et de dire à un étudiant qui souhaite se lancer dans la RSE, de lui donner voilà, des mots d'encouragement ou pas, ou un conseil, ou voilà. Vous laissez chacun la possibilité de parler à chacune des personnes qui nous regardent ou qui regarderont cette vidéo. Justine, est-ce que ça te va si je te laisse commencer? Allez, donc je vais te tutoyer, je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire que si tu te poses des questions sur le fonctionnement du monde et sur la place que tu pourrais avoir dans cette société demain, pour que ta place soit alignée avec tes valeurs, je ne vais pas te conseiller de faire quelque chose, mais je vais t'inviter à te poser la question de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que le marché de la formation ou le marché du travail te propose, et vraiment réfléchir pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de repartir sur les bancs de l'école? Est-ce que c'est englober une mission qui, au sein de ton entreprise ou dans une autre entreprise, est-ce que tu peux t'aligner davantage avec tes valeurs et avec tes convictions? Et si tu ne trouves pas ta place dans ton entreprise, eh ben, je pense qu'il est aussi intéressant parfois de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Et puisque je suis convaincue de l'importance de se former tout au long de notre vie et qu'on est en France et qu'on est plutôt bien lotis là-dessus, je pense que Audencia et ou le master APT peut être une belle porte, une belle transition pour toi. Donc, tous les élèves des promotions précédentes ont été disponibles pour nos questions quand on sait nous-mêmes poser la question de est-ce qu'on part sur ce master-là. Je t'invite à nous contacter tout simplement si tu as des questions pour confirmer ou infirmer ton choix. Voilà. Merci Justine, finalement, c'est le slogan d'Audencia, Never Stop Daring, ose et viens te confronter ou au contraire nous poser des questions. André, Ouais. quel conseil, quel dernier mot souhaiteriez-vous dire?
Moi, je dirais à toutes les étudiantes et tous les étudiants, engagez-vous, en fait, essayez de faire partie de ces acteurs, des actrices qui transforment effectivement les modèles économiques pour créer un impact positif pour la planète, pour la société, pour l'ensemble des parties prenantes. Pour cela, en fait, il faut acquérir un certain nombre de connaissances, il faut développer un certain nombre de compétences, il faut travailler effectivement tous ensemble et à Audencia, on peut vous aider à faire cela en vous mettant à disposition tout un écosystème à la fois de professeurs, mais aussi de partenaires, entreprises, ONG, syndicats, collectivités, en fait, et d'autres écoles dans d'autres disciplines, effectivement, pour devenir, en fait, ces actrices et ces acteurs de la transformation. Et si vous le faites, je pense que vous allez être à la fois plus fier en fait de ce que vous allez faire en fait dans votre carrière professionnelle, mais vous allez aussi vous donner plus de chances en fait pour être recruté parce que j'en suis persuadé. Toutes les entreprises aujourd'hui vont valoriser à la fois les compétences, les connaissances liées à un métier, finance, comptabilité, marketing, stratégie, etc., mais vont aussi chercher en fait ces capacités, ces compétences de transformation des entreprises. Donc, vous allez investir dans un impact positif pour la planète et pour les parties prenantes, mais aussi vous allez investir dans votre carrière et votre vie aussi personnelle, du coup, qui sera aussi pleine de sens. Merci André. José, le mot de la fin? Oui, mais je dirais que les enjeux de RSE, pour moi, ce n'est pas de la politique. C'est un premier point important. Ce ne sont pas des opinions, ce sont d'abord des faits. Et c'est un travail de science. Et il y a un travail de vulgarisation qui est fait par les enseignants, notamment à Audencia, pour permettre d'être bien outillés, pour ensuite avancer plus loin, aller plus loin dans les entreprises. Et je conclurai en disant que c'est quand même un excellent stimulant intellectuel que de penser en système, que de penser aux effets rebonds dont je parlais tout à l'heure, que de penser plus largement qu'à son poste. Et donc, cette transversalité, elle est assez engageante. Elle peut être parfois techniquement complexe et elle peut être fatigante, mais en même temps, je pense qu'on y trouve son compte en termes d'engagement et d'épanouissement professionnel. Merci José, merci André, merci Justine, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions, de vous être prêtés à l'exercice et puis nous avoir éclairé sur les enjeux de la RSE. Je suis inspiré, ou en tout cas, tout ce que vous avez dit m'inspire la phrase suivante: si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Finalement, ce serait un petit peu Audencia, c'est changer l'étudiant, avec l'étudiant et la pédagogie comme vecteur de transformation. Donc, je vous remercie à tous les trois, en tout cas, de nous avoir éclairés. Puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.